Bienvenue dans ce cours de physiologie animale. Cette troisième partie, c'est intitulé l'activité électrique du nom. Le potentiel de repos, c'est donc appelé aussi potentiel de membrane. C'est la différence de potentiel de part et d'autre de la membrane plasmique au repos. Vous voyez que dans ce schéma, le milieu interne de la cellule est chargé négativement, alors que le milieu extracellulaire est chargé positivement. Lorsqu'on met un microélectrode à l'intérieur de la cellule et un deuxième électrode à la surface de la cellule, on enregistre une valeur de moins 70 millivolts. C'était la valeur du potentiel de repos de cet axon, bien de ce neurone. Cette valeur de potentiel de repos, normalement, varie entre moins 70 millivolts à moins 80 millivolts. C'est le potentiel de membrane dans un neurone au repos. La question qui se pose, c'est pourquoi le milieu intracellulaire est chargé négativement et le milieu extracellulaire est chargé positivement. De la cellule, le potentiel de repos est donc en relation avec la différence de concentration entre le milieu extracellulaire et l'intracellulaire. Le potentiel de repos, si on considère par exemple que la membrane est perméable uniquement aux ions K+. Dans ce cas-là, on a la concentration de K+ élevée dans le milieu intracellulaire et il est faible dans le milieu extracellulaire. Donc, l'ion K+ passe du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire, cette flèche bleue. Et donc, le passage de K+, du milieu intra vers le milieu extracellulaire entraîne une accumulation de charges positives. Vous voyez dans le schéma, accumulation de charges positives à l'intérieur de la cellule, à l'extérieur de la cellule, pardon. Et donc cette accumulation de charges positives à l'extracellulaire et de charges négatives dans le milieu intracellulaire crée un potentiel négatif qu'on appelle le potentiel de membrane qui est négatif. Donc, le mouvement de K+, dans le troisième schéma, on va vers un équilibre. Pourquoi? Parce que ce potentiel de membrane négatif créé par la diffusion de K+ vers le milieu extracellulaire s'impose, donc il est égal au potentiel, au gradient de concentration, à la force créée par le gradient de concentration. Donc, c'est dans le sens opposé. On a le potentiel créé par la diffusion de K+ vers le milieu extracellulaire, qui est égal dans ce troisième schéma à la force créée par le gradient de concentration, mais dans le sens opposé. Donc, on a arrêt de diffusion de K+. Donc cet arrêt de diffusion de K+, donc, va créer un potentiel qu'on appelle le potentiel de la membrane et le potentiel d'équilibre de cette fois-là. Cette fois, on l'appelle le potentiel d'équilibre qui est donc créé par le potentiel, l'égalité de potentiel de membrane négatif créé par la diffusion de K+, et le gradient de concentration. On l'appelle donc potentiel d'équilibre. On peut le calculer par l'équation de Nernst selon la formule suivante. On résume à 37 degrés, on peut résumer cette équation comme ceci. Donc, potentiel d'équilibre EI est égal à 61 fois log concentration externe sur concentration interne de l'ion concerné. Par exemple, si on prend l'exemple de K+, avec une concentration externe
qui est 5 millimoles. Concentration interne, c'est 150 millimoles. Donc EK, potentiel de cet ion de potassium, est égal à 61 log 5 sur 150. On va obtenir moins 90,1 millivolts. C'est le potentiel d'équilibre du potassium. Donc, on a le gradient de concentration et le potentiel de membrane. Ce sont deux forces. C'est ces deux forces qui agissent sur la diffusion des ions à travers une membrane. C'est le gradient de concentration et le potentiel de membrane. La somme de ces deux forces est appelée gradient électrochimique. C'est le gradient électrochimique. Ces deux forces sont égales, mais en direction opposée. L'une est positive, l'autre est négative. Ça veut dire la sortie de Na+, et l'entrée, la sortie selon le gradient de concentration, et l'entrée due au potentiel de la membrane. S'ils sont égaux, on va avoir une valeur 0 pour le gradient électrochimique. Exemple, le gradient électrochimique de K+ est égal à 0 lorsque leur tendance à sortir de la cellule est annulée. Est annulée par quoi? Par le potentiel de membrane négatif qui s'oppose à la sortie du K+. À ce moment-là, on va avoir un gradient électrochimique nul. Donc, le potentiel d'équilibre d'un ion est déterminé donc par l'équation de Nernst par le potentiel de membrane qui doit être atteint pour que le gradient électrochimique soit nul. Ça, c'est le potentiel d'équilibre. Ça veut dire le potentiel que doit atteindre le potentiel de la membrane pour que le gradient électrochimique soit nul. On l'appelle dans ce cas-là potentiel d'équilibre. Deuxième cas, on prend par exemple la membrane n'est perméable que aux ions Na+. Les ions Na+, ont tendance à diffuser de milieu intérieur vers le milieu intracellulaire. Vous voyez dans le schéma, on a les ions Na+ en bleu qui vont traverser la membrane vers le milieu intracellulaire. Pourquoi? Parce qu'on a une concentration élevée des ions Na+ en milieu extérieur. Et donc, selon le gradient de concentration, les ions Na+ entrent dans la cellule. Cette diffusion, elle entraîne donc une accumulation de charges positives à l'intérieur de la cellule. On ajoute des ions Na+, on ajoute des charges positives. Et donc, le milieu intracellulaire sera chargé positif et le milieu extracellulaire sera chargé négatif. Vous voyez, donc il y a inversement de charge de la membrane. Et donc, le potentiel devient positif. Dans ce cas-là, le potentiel d'équilibre pour l'ion Na+, si on applique l'équation de Nernst, on a la concentration externe de Na+ égale à 150 millimoles. La concentration interne est égale à 15 millimoles. Donc, le potentiel d'équilibre ENA pour le sodium, on a est égal à 61 log 150 sur 15 qui est égal à plus 61 millivolts. Tout à l'heure, nous avons trouvé que le potentiel de calcium, de potassium est égal à moins 90,1 millivolts. Maintenant, le potentiel de sodium est égal à plus 61 millivolts. Donc, le potentiel de sodium, il est positif. L'entrée dans la cellule et la sortie de calcium entraîne donc un potentiel de membrane, potentiel d'équilibre négatif. Le troisième cas, considérons maintenant que la membrane est perméable aux deux ions en même temps, Na+ et K+. Donc, le potentiel sera alors la moyenne pondérée des deux potentiels d'équilibre. Tout à l'heure, nous avons vu que le potentiel de la membrane, c'est celui de potassium. Puis, lorsqu'on annule le potassium, le potentiel est égal au potentiel de sodium. Maintenant, les deux,
le potassium et le sodium, K+, et Na+. Donc le potentiel de la membrane, c'est la moyenne pondérée des deux potentiels d'équilibre de sodium et de potassium, selon la perméabilité de la membrane à ces deux ions, Na+, et K+. Donc, si par exemple pK c'est la perméabilité de potassium, est supérieur à PNA, la perméabilité de sodium, le potentiel de membrane Vm serait plus près de moins 90 millivolts. Ça veut dire vers le potentiel d'équilibre de potassium. Nous avons trouvé tout à l'heure moins 90,1. Alors, si on a l'inverse, ça veut dire le PNA qui est supérieur à PK. La perméabilité de sodium est supérieure à la perméabilité de potassium. Donc, le Vm, ça veut dire le potentiel de membrane Vm, serait plus proche de plus 60 millivolts. Ça veut dire il tend vers le potentiel d'équilibre de sodium. Donc, si on a l'égalité entre les deux perméabilités, on va faire la moyenne. Donc, on va trouver moins 15 millivolts. Vous voyez dans le schéma, le milieu extracellulaire est chargé positif. Le milieu intracellulaire est négatif. Vous voyez. Pourquoi? C'est le milieu intracellulaire, on trouve le sodium, le calcium, le potassium, le chlore, c'est L-, avec 165 millimoles de A-. A-, des protéines et d'autres molécules chargées négatives. Donc, selon la sélectivité, la perméabilité sélective de la cellule, donc la cellule laisse passer le potassium. Vous voyez la grande flèche en vert, c'est la sortie de potassium vers le milieu extracellulaire selon le gradient de concentration, et l'entrée de Na+ vers le milieu intracellulaire, mais avec une flèche beaucoup plus petite que celle de potassium. Ça veut dire la taille de la flèche, c'est que la membrane elle est beaucoup plus perméable au potassium, beaucoup plus perméable au K+, et moins perméable au sodium, Na+. C'est pour cela le potentiel de repos de neuron est égal à environ moins 70 millivolts. Il est plus proche au potentiel d'équilibre des ions potassium K+, que nous avons trouvé tout à l'heure, moins 90,1 millivolts. Donc, parce que la membrane elle est 75 fois plus perméable aux ions K+, qu'aux ions Na+. Donc, nous avons une différence de potentiel entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. Il est dû essentiellement aux concentrations Na+ et K+. Mais il faut maintenir cette différence de potentiel. Il ne faut pas avoir l'équilibre. C'est la pompe Na+ qui va maintenir cette différence de potentiel. Vous voyez que la pompe Na+, K+, elle va faire sortir 3 Na+, et faire entrer 2 K+. C'est contre le gradient de concentration, donc il a besoin de l'ATP. Il consomme de l'ATP, de l'énergie, pour faire sortir 3 Na+, contre le gradient de concentration, et faire entrer 2 Na+, contre le gradient, 2 K+, contre le gradient de concentration. C'est elle donc qui va nous permettre de maintenir le potentiel de repos. Et donc, le potentiel, la pompe maintient le gradient de concentration des ions K+, et Na+, en transportant activement, ça veut dire qu'elle consomme de l'énergie, les ions K+ à l'intérieur de la cellule et les ions Na+ à l'extérieur de la cellule, tout ça contre le gradient de leur concentration. Et donc l'inhibition de la pompe, si on a inhibé la pompe Na+, on a disparition de deux gradients et donc disparition de potentiel de repos. À ce moment-là, le potentiel de repos sera égal à 0. Les canaux ioniques dans la membrane plasmique. On a deux types de canaux ioniques. On a les canaux à fonction passive
Et le deuxième type, c'est les canaux à fonction active. Voyez en rouge les canaux à fonction passive et les canaux à fonction active. Les canaux à fonction passive, ce sont des canaux qui sont toujours ouverts. Ça veut dire qu'ils sont ouverts d'une manière permanente. Alors que les canaux à fonction active, ce sont des canaux qui s'ouvrent ou se ferment en réponse à un stimulus, selon une excitation. Les canaux à fonction active, on a trois types. On a les canaux ligand dépendants. Ce canal, il s'ouvre ou se ferme en réponse à une substance qui se lie au canal. Vous voyez dans le schéma, canal ionique ligand dépendant. Voilà le canal, il est fermé, premier schéma. Le deuxième schéma, on a liaison de ligand. Vous voyez que un neurotransmetteur lié au récepteur, couleur orange. Cette réaction donc permet l'ouverture. C'est la fixation de neurorécepteurs sur le site qui permet donc l'ouverture de canal. Donc ce sont des canaux ligand dépendants. Deuxième type, voici que les canaux Na+, ils sont fermés au départ, mais suite à une modification de voltage de la membrane, on a ouverture du canal Na+, et l'entrée de Na+. Cette modification de voltage de la membrane, c'est l'excitation, c'est la stimulation. Voilà, au départ, premier schéma, Na+ fermé, on a les charges positives vers le milieu extracellulaire et les charges négatives vers le milieu intracellulaire. Après l'excitation, la modification de voltage, changement de... voilà, vers le milieu extracellulaire, on a les charges négatives. Et vers le milieu intracellulaire, on a les charges positives. C'est l'inversement de charge, de polarité de la membrane. Et donc, on a un troisième type, c'est vers la fin, vous voyez, ce sont des canaux, des mécanorécepteurs. Ce type de canaux, il s'ouvre ou se ferme en réponse à une modification mécanique de récepteurs. Par exemple, le cas de récepteurs sensoriels, de toucher, une pression sur la peau, on va avoir stimulation, donc ouverture canal. Les signaux électriques, dans le cas d'un potentiel membranaire, c'est la modification de potentiel de la membrane qui servent donc comme des signaux pour la réception de l'information et leur intégration, et aussi l'acheminement de réponses appropriées. La modification de potentiel de membrane peut être causée par soit un changement de la perméabilité membranaire d'un type d'ion et ou bien un changement de gradient de concentration des ions. Ces deux types de stimulation, ces deux types qui permettent donc l'ouverture des canaux, donc changement de potentiel membranaire. Les changements de potentiel de la membrane donc, sont nommés par rapport au potentiel de repos. Ces deux changements. On a la dépolarisation et l'hyperpolarisation. Dépolarisation par rapport au potentiel de repos. Hyperpolarisation par rapport au potentiel de repos. Passons dans le schéma. Donc, on a premier schéma. Ça, moins 70 mV. Moins 70 mV, c'est le potentiel de repos. En bleu, en bleu, en bleu. Là, à ce point-là, vous voyez les deux cases en bleu, on commence la dépolarisation. C'est quoi la dépolarisation? C'est que le potentiel devient moins négatif. C'est de moins 70 mV vers 0. Donc moins négatif. C'est la dépolarisation. En schéma B, l'hyperpolarisation, ici, vers le moins 70 mV, c'est le potentiel de repos, jusqu'à le temps 1 milliseconde, on a une dépolarisation, une hyperpolarisation. C'est quoi l'hyperpolarisation? Le potentiel de la membrane augmente à la face interne de la membrane. Il devient plus négatif. Normalement, le potentiel normal au repos, c'est moins 70 mV. Là, on descend beaucoup plus que vers 100, vers moins 100. Ça veut dire il devient plus négatif. Donc, voilà les deux phases, hyperpolarisation
et dépolarisation.